Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous arrivons au 79e CITREP, et déjà, et nous sommes le 24 février 2018. La situation se précise, ça ne veut pas dire qu'elle s'améliore, je dirais même qu'elle est beaucoup plus inquiétante encore que la semaine dernière, puisqu'il y a un élément fondamental, c'est la promulgation de cette loi infâme de réintégration du Donbass qui a été signée par Poroshenko et qui a été donc définitivement validée aujourd'hui. Voilà, c'est ça, elle a été publiée enfin l'équivalent du journal officiel ukrainien, qui est la Voix de l'Ukraine. Il a été publié hier et donc est devenu effectif à partir d'aujourd'hui. Donc durant la semaine écoulée, donc là j'ai fait le calcul directement du 17 jusqu'à aujourd'hui, du 17 février au 24 février, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 63 reprises, donc on arrive presque à la même chose que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 30 obus d'artillerie de 122 mm, 32 obus de chars d'assaut, 122 obus de mortier de 120 mm et 112 de 82 mm, un missile anti-char guidé, plus 40 tirs de BMP BTR, donc c'est les véhicules de combat d'infanterie et véhicules de transport de troupes blindées, 81 tirs de système anti-aérien. Alors vu ce qu'on a détecté sur la ligne de front, je suppose que c'est des OSA. Et 677 tirs à l'arme légère, donc lance-grenades, lance-roquettes, armes de petit calibre, etc. Total des munitions comptabilisées, 1087, dont 296 venant d'armes lourdes, interdites par les accords de Minsk, je le rappelle. Donc là, on est quand même dans une mauvaise tendance. Ouais. Ces tirs ont touché 22 localités de la République. Ils ont endommagé 11 habitations et 3 personnes sont mortes avant-hier, donc le 22, après que les soldats de la 93e brigade stationnés face à Dokuchaïevsk, qui, je rappelle, sont les spécialistes du tir sur zone civile, c'est ceux qui s'amusent à tirer quasiment chaque semaine sur les habitations civiles de Dokuchaïevsk, là ils ont décidé de faire une petite variante, ils ont tiré sur une ambulance. Bravo la France et l'Allemagne qui laissent faire d'une manière désinvolte. On attend toujours leur réaction. Le problème a été soulevé, il va être soulevé à Minsk au niveau des groupes de contact par Denis Pouchiline lui-même. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des tirs en fait de mortier de 120 mm menés par cette même 93e brigade, durant lesquels un soldat de l'armée de l'RPD a été blessé. Pour pouvoir l'évacuer dans les meilleures conditions, un représentant de l'RPD au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu a demandé une trêve locale via l'OSCE. La partie ukrainienne a accepté. Et alors que l'ambulance emmenait le soldat blessé vers l'hôpital, les soldats ukrainiens ont tiré donc avec un missile anti-char guidé, puis des mortiers de 120 mm sur l'ambulance, pourtant facilement reconnaissable. Je rappelle qu'on leur met quand même des gros macarons blancs avec une croix rouge dessus. Voilà. Résultat, le chauffeur, l'infirmier et le soldat blessé ont été tués sur le coup. Je rappelle que ceci est une violation totale de la Convention de Genève et donc clairement et sans aucune ambiguïté. Il y a même pas de « oui, mais c'est ton interprétation personnelle ». Non, c'est pas mon interprétation personnelle. Voilà. Allez revisiter la Convention de Genève, c'est interdit de tirer sur une ambulance. Qu'elle transporte un soldat blessé ou un civil blessé, peu importe. Les blessés ont droit de recevoir des soins. La Convention de Genève est extrêmement claire. Voilà. Bon, je parle même pas du fait que la parole, la partie ukrainienne a prouvé que sa parole, ça vaut même pas du papier toilette. Voilà. Et le pire, c'est que le commandement ukrainien s'est même pas caché concernant ce tir. Mais par contre, ils ont prétendu qu'ils avaient tiré non pas sur une ambulance, mais sur un véhicule de combat d'infanterie. Ils ont même publié une vidéo du tir où ils ont zoomé de telle manière avant et au moment de l'impact que tu vois pas sur quoi ils touchent. Tu vois une fois que ça brûle. Donc une fois que ça brûle, tu reconnais plus rien. Bah oui, oui.
Voilà. forcément. Mais ils n'ont pas honte, hein. Ils vont quand même jusqu'à publier ce genre de saloperie, hein, quand même. Hein. Moi, à leur place, j'oserais plus me regarder dans le miroir, mais bon. Mais la France, comme tu disais, la France et l'Allemagne sont aux abonnés absents. Mais comme d'habitude. Mais pas pour tout, pas pour tout. Attention, c'est que là, ils protestent vigoureusement sur ce qui concerne la Ghouta de l'Est, hein, dans la région de Douma, à côté de Damas, donc en Syrie. Parce que là, il paraît que c'est des civils. Hein. Bon, tout le monde sait que c'est des terroristes qui balancent des obus sur les quartiers civils de Damas, hein, qui tuent des enfants à la sortie des écoles, etc. Mais bon, là d'accord, la France, elle ouvre sa bouche. C'est ce que j'appelle l'indignation sélective. C'est ça. D'habitude. C'est ça. Comme d'habitude, il continue aussi de ne pas voir que pendant ce temps-là, l'armée ukrainienne continue d'accumuler des armes lourdes près de la ligne de front. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi enregistré l'arrivée des pièces d'équipement suivantes: 8 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 4 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 3 chars d'assaut T-72, 3 mortiers de 120 mm et un système de missiles antiaériens OSA. Donc d'où ma référence à ce système de missiles un peu plus tôt. En République populaire de Lugansk, la milice populaire s'inquiète de l'arrivée près de Stanitsa Luganskaya de près de 50 combattants de secteur droit. Donc je rappelle, bataillon néo-nazi, hein, pour ceux qui prennent l'histoire en cours de route. La crainte majeure est bien sûr celle d'une augmentation des provocations dans cette zone où, je rappelle, se trouve le seul point de passage de la ligne de contact entre la RPL et l'Ukraine. Donc si par des provocations ils font fermer ce point de passage, les habitants de la RPL ne peuvent plus passer côté ukrainien. Voilà, donc d'où l'inquiétude quand même des responsables à Lugansk. Et pendant que Poroshenko déclare sans cesse que les forces armées ukrainiennes sont l'armée la plus forte d'Europe, les petits délires de Porky. Bon, en vrai, son armée est en train d'être totalement détruite par la drogue et l'alcool. Donc il faut savoir que lors du fameux discours à Munich, on avait parlé de cette conférence sur la sécurité la semaine dernière, il a déclaré que depuis le début de l'année, 21 soldats ukrainiens sont morts dans la zone de la soi-disant opération antiterroriste, je mets des guillemets, maintenant qu'il s'appelle plus comme ça depuis que la loi de réintégration du Donbass a été votée. Dans la zone de l'agression russe, soi-disant. Voilà. Bien sûr, il n'a pas indiqué les raisons de leur mort pour accuser les RPD et les RPL d'être responsables. Mais en fait, les principales causes de la mort des soldats ukrainiens dans le Donbass, c'est les querelles d'ivrogne, le démontage et les jeux avec les armes, certainement avec une bonne dose d'alcool ou de drogue dans le sang. Mais enfin bon, ils n'arrivent pas quand même à empêcher toutes les informations de passer. Certaines finissent par arriver dans les médias et les réseaux sociaux. Et le commandement militaire ukrainien admet même parfois certains cas, tout en restant silencieux sur les détails de ce qui s'est passé. Alors on a 2-3 petits exemples qui sont quand même assez édifiants. Comme le 15 février, l'assassinat de 4 soldats de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes suite à une querelle d'ivrogne entre 2 soldats. Voilà. Le bizutage aussi fait pas mal de ravages, même en première ligne. On a eu un cas le 18 février à Marinka, un soldat du 1er bataillon de la 30e brigade mécanisée des FAU, le soldat Orlovski, qui a longtemps été victime d'intimidation de la part du sergent de son unité, le sergent Plashkov. Des séances d'intimidation qui se faisaient souvent en état d'ébriété avec une arme chargée. Bon, je te laisse deviner la suite. C'est quoi la suite logique, voilà. Et le 18 février, sur position en plus, ces crétins. Le sergent Plashkov et un groupe d'amis sont de nouveau venus intimider le soldat Orlovski, de nouveau beurré comme des petits lus. Il a agité une mitrailleuse qui était chargée et il a tiré sur le soldat Orlovski, le tuant sur le coup. La façon dont le centre de presse du quartier général de l'opération dans le Donbass a qualifié ça, c'est quand même assez immonde. Ils ont rapporté ces faits comme étant un homicide par imprudence. Le gouffre entre la propagande ukrainienne et la réalité, c'est quand même magnifique. Voilà. Je pense qu'il y a une influence non négligeable des bataillons néo-nazis derrière ces activités annexes
hein, des bataillons Bon, puis classiques. même de façon, enfin, je veux dire, l'armée ukrainienne est connue pour ce genre de problème de bizutage. On a eu d'autres cas qui donnent une bonne idée de l'état réel de l'armée ukrainienne. Le 6 février, il y a eu un sergent de la 79e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes qui s'est livré à l'éducation de son subalterne dans un état d'ivresse extrême et lui a infligé de graves coups de couteau. Voilà. Et le 13 février, alors qu'il se trouvait lui aussi dans un état d'ivresse avancé, le major Narzuloyev, chef de la 36e brigade des marines, dont on avait parlé un peu plus tôt, a été battu par ses subordonnés. Voilà. Je rappelle que c'est dans cet état-là que ces soldats tirent sur la population civile du Donbass. Ouais. Juste comme ça. Voilà. Petite info que je glisse comme ça. Paris, Berlin, toujours aux abonnés absents. Voilà. Toujours. Voilà. Bon, malgré cela, il ne faut pas se leurrer, la préparation pour l'offensive se poursuit. L'armée ukrainienne mène de plus en plus de reconnaissance pour identifier de nouvelles cibles sur lesquelles tirer, entre autres avec des drones. Ainsi, 3 drones ukrainiens ont été abattus durant la semaine écoulée au-dessus du territoire de l'RPD ou de la zone grise. Donc il y en a 2 qui ont été montrés par Bassourine en pièces détachées. Le dernier, il avait atterri dans la zone grise, on n'a pas pu aller le récupérer. Les USA, donc les États-Unis, leur prêtent main forte en leur fournissant les données venant de leurs propres drones qui volent à très haute altitude, comme le Global Hawk dont nous avions parlé la semaine dernière. Oui. Et il faut savoir que durant le mois écoulé, ont été détectés 9 vols de ce type de drone high-tech au-dessus du Donbass. Donc on voit bien que les USA sont pas du tout engagés pour la paix dans le Donbass. On voit bien que ce qu'ils veulent, c'est relancer la guerre. Je veux dire, quand tu fais 9 vols de drones au-dessus du Donbass et que tu files les informations à l'armée ukrainienne, c'est pas pour la résolution pacifique du conflit. Ah bah non, c'est clair. Mais d'ailleurs, sur 2 autres théâtres d'opération qui sont liés à la Russie, comme la Corée du Nord ou la Syrie, c'est exactement le même type de dégradation de la situation. De la situation, ça va en parallèle. Autre preuve de ces préparatifs pour l'offensive, on va reparler de ces fameuses demandes de cessez-le-feu de la part de l'Ukraine au sein du CCCC, donc le Centre conjoint de contrôle et de coordination de ce même cessez-le-feu. Donc après les demandes, je rappelle à nos auditeurs qui devaient leur permettre de remettre en état les rails qui mènent en RPD, alors qu'il n'y a plus de trafic ferroviaire entre l'Ukraine et la RPD depuis le blocus total. À qui la faute d'ailleurs. Faute à l'Ukraine. Mais donc ça posait 2-3 petites questions sur le but réel de la remise en état de ces rails. Oui. Petite visée militaire, parce que je rappelle que le rail est quand même un moyen de transport extrêmement pratique pour tout ce qui est blindé, véhicules lourds. Oui. Beaucoup plus pratique que la route, je le signale comme ça juste au passage. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc après toutes ces demandes pour remettre les rails en état, ils ont demandé une trêve pour nettoyer l'étang numéro 2 situé entre Artyemovo et Nelepovka. Donc la procédure, il faut le savoir, pour de telles demandes, exige que la partie demanderesse donne une carte de la zone concernée avec un point sur l'endroit qui doit être entre guillemets protégé, qui ne doit pas être visé par des tirs. Je ne sais pas si l'armée ukrainienne pensait que les représentants de la RPD au sein du CCCC étaient des débiles, ou qui pensaient qu'ils allaient juste regarder la demande comme ça. Non, ils ont minutieusement étudié la carte fournie avec la demande ukrainienne et ils ont découvert des fortifications des forces armées ukrainiennes à l'endroit indiqué pour les fameux travaux de nettoyage qui n'avaient rien à voir avec le réservoir d'eau. Donc on mettra sur la vidéo donc les 2 cartes, celle qui était fournie, cette espèce de schéma un peu cradingue, et la Google Map. Qui a été regardé de très très près, parce que Google montre beaucoup de choses, Google Maps, les satellites de Google ont une très grande précision. Si les gens regardent une carte Google Maps du Donbass de manière assez zoomée, vous pouvez voir bon nombre des positions aussi bien ukrainiennes que les nôtres. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que si la Russie avait envoyé des centaines de chars ici, ça se serait vu depuis belle lurette, parce que quand vous voyez une tranchée et que vous comparez avec la taille d'un char d'assaut et encore plus de 600 chars d'assaut comme avait sorti Poroshenko, vous vous rendez bien compte que si Google Maps arrive à avoir des tranchées, il devrait arriver à avoir des chars. Oui, et puis sans compter que de toute façon, avec Google, déjà on voit les voitures, on les voit,
Bon, voilà, on les voit bien. Hein, hein. Faut même en Cache arbre. identifier un certain nombre. Voilà. C'est ça. Donc on mettra les deux cartes, hein, donc le petit schéma et la Google Map. Hein, La noir et blanc, qui est assez Voilà. dégueulasse, effectivement. C'est dégueulasse. Et puis la le- Google Map en couleur, hein, qui permettra à tout le monde de vérifier par eux-mêmes. Hein. Vous prenez les deux localités que je vous donne, donc quartier Mauveau et Delepovka, vous regardez où est le petit lac, et puis vous regardez où est le point qui était indiqué sur la carte ukrainienne, et vous verrez que ça correspond aux fortifications de leurs unités et pas du tout au lac. Voilà. Donc, ce qui montre bien que l'armée ukrainienne essaie d'obtenir des trêves pour continuer de renforcer ses positions sur la ligne de front et préparer son offensive, sans même parler du fait que ces positions sont, comme dans ce cas précis, situées assez souvent près d'infrastructures vitales avec tous les risques environnementaux et humains que cela représente si ces positions étaient bombardées. Voilà. Donc, comme d'habitude, ils s'installent à côté des réservoirs d'eau, des stations d'épuration, des... Mais comment s'étonner, des puisque hôpitaux, d'habitude, ils mettaient des blindés, de l'artillerie à côté des écoles. des habitations, dans les jardins Alors des bon, maisons, enfin... je veux dire, Non, mais bon, c'est une preuve de plus, hein, histoire que s'il y avait des gens qui avaient encore des doutes, voilà, Ah bah vous pouvez vérifier par vous-même. Voilà, vous avez Google Maps, vous pouvez, c'est comme les pseudo-experts du genre Bellingcat, vous pouvez vous-même vérifier où sont les positions ukrainiennes. Vous allez rigoler 5 minutes. Si on regarde la situation politique concernant entre autres donc cette fameuse loi de réintégration du Donbass. Oui. Donc on peut dire d'ailleurs que, étant donné qu'elle a été donc validée réellement et définitivement validée aujourd'hui, ça veut dire que globalement l'offensive peut débuter cette nuit, tout simplement. On peut débuter n'importe quand. Bon, je pense qu'ils sont peut-être pas encore forcément très près, mais enfin, à mon avis, ça va pas tarder. Donc, Poroshenko a signé cette loi de réintégration du Donbass quelques jours à peine après cette conférence sur la sécurité de Munich. Hein. Donc, il l'a signé le 20, si je me souviens bien. Et donc, elle prend effet dès aujourd'hui. 24 février 2018, je rappelle qu'elle avait été votée en deuxième lecture par la Rada le 18 janvier. Alors le timing est assez... Curieux. Ouais, curieux. Puisque, je veux dire, on est arrivé là cette semaine à la date anniversaire du Maïdan de 2014. Donc le moment choisi pour signer cette loi est quand même assez symbolique, assez révélateur. Donc je rappelle, donc c'est la loi qui désigne la Russie comme l'État agresseur qui occupe les territoires de la RPD et de la RPL. Cette loi rend aussi la Russie responsable des dommages moraux, financiers et physiques infligés à l'Ukraine du fait de la guerre dans le Donbass. Le tout, je le rappelle, alors que la Russie n'a rien à voir avec le conflit en cours et qu'il n'y a pas la moindre unité de l'armée russe ici. Pas une. Mais bon, on voit bien que le but, cette fois, c'est de provoquer un bain de sang suffisamment important pour provoquer la Russie et la pousser à intervenir pour de bon cette fois, ce qui serait une catastrophe à minima pour la Russie et le continent européen tout entier, voire pire, puisque je rappelle que l'OTAN n'attend que ça pour justifier de lancer une guerre contre la Russie par l'Union européenne interposée. Ne rêvez pas, c'est pas l'armée américaine qui va venir s'y frotter sur le front de l'Est. Et on a parallèlement, très curieusement, parce que là encore une fois, hasard du calendrier. Une reprise du conflit en Syrie, donc avec donc ce siège de la Ghouta, où on nous ressort les violents façon Alep-Est. C'est ça. Je veux dire, on reprend les mêmes et on recommence. C'est un mauvais remake. Exactement le même schéma, c'est-à-dire que Trump se permet de dire honte à la Russie, à l'Iran et compagnie, d'autoriser à ce que des civils soient massacrés dans la Ghouta de l'Est. Bon, alors, mais par contre, ils oublient de mentionner le fait que les soi-disant civils de la Ghouta Est tirent des roquettes et des obus de mortier sur Damas. Ah oui. Ils font des morts. Et là, il y a effectivement, sortis des écoles, il y a des enfants, des parents d'élèves qui meurent sous les missiles. Mais là, silence. Paris, Berlin, Washington, Londres, silence. Bruxelles, silence. Voilà. Donc bon, je pense que c'est révélateur. Bon, même patron, même méthode. Donc là, la seule question qui reste actuellement, ce n'est plus de savoir si l'armée ukrainienne va attaquer, mais quand. Ça va dépendre de la capacité du commandement ukrainien à motiver et organiser ses troupes de manière suffisamment correcte pour les lancer à l'assaut des lignes défensives de la RPD et de la RPL. Sergueï Lavrov a fait plusieurs déclarations extrêmement fortes contre cette loi qui pour lui enterre les accords de Minsk.
Là c'est fini, hein. Là c'est fini Minsk, hein, on n'en parle plus. Ah, Hein, voilà, là, ils ont été complètement enterrés. La Russie a réagi de manière extrêmement forte, Oui. en rappelant quand même que Minsk avait été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, hein, Ouais. dans sa résolution qui avait été adoptée quelques jours après la rencontre au format Normandie. Donc pour lui, ça tire un trait sur les accords de Minsk, c'est ce qu'il a dit textuellement. Ah bah oui. Donc là, malgré toutes les mises en garde que la Russie avait faites, Kiev vient de briser officiellement les accords de Minsk, malgré ce que les chancelleries françaises et allemandes peuvent raconter. La réponse de la RPD à cette loi a été de lancer la création d'un tribunal populaire qui sera chargé de juger les criminels de guerre ukrainiens. Donc on est en train de lancer la création du Nuremberg 2, hein, voilà. Le but, c'est bien sûr de montrer qu'il n'y aura aucune impunité pour les soldats ukrainiens, et ce, quoi que la loi de réintégration du Donbass puisse raconter à ce sujet. Le but, c'est de faire porter toute la responsabilité sur la Russie. En gros, ce qu'ils disent à leurs soldats, les dirigeants ukrainiens, c'est vous pouvez commettre tous les crimes que vous voulez, vous n'en serez pas tenus pour responsables. Ben, si, les gars, vous y serez tenus pour responsables, il y a un tribunal qui vous attendra à la sortie et il ne sera pas gentil avec vous. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Pour expliquer donc le lancement de ce tribunal, Alexandre Zakharchenko a dit que la loi de réintégration est une loi qui légitime les crimes de guerre, hein, ce que je viens d'expliquer, hein, puisqu'on fait porter toute la faute des crimes sur la Russie, ce qui est complètement délirant. Hein. Je veux dire, au niveau du droit international, ça tient pas la route. Hein. Je veux dire, les enfants, c'est n'importe quoi. Hein. Donc pour lui, cela donne une totale liberté de violer la constitution ukrainienne et les lois primordiales de cet État. Et donc, en réponse, la RPD va créer un tribunal populaire qui jugera et condamnera les actes donc, des punisseurs ukrainiens, donc des soldats qui auront commis des crimes de guerre. Comme on peut le voir, cette loi donc, amène avec elle le retour de la guerre la plus sale et la plus ignoble en son sein, hein, celle qui vise quand même à la purification ethnique du Donbass. C'est d'ailleurs à cause de ça et pour éviter cela que la Russie multiplie les avertissements à l'intention de Kiev et des chancelleries occidentales depuis le vote puis la signature de cette loi de réintégration. Donc Sergei Lavrov de nouveau en a appelé principalement à Paris et Berlin afin que les deux autres garants des accords de Minsk se réveillent un petit peu. Il a aussi souligné que cette loi est tout simplement inacceptable. Il a dit, je cite, nous attendons de l'Occident, principalement Berlin et Paris, comme capitale des pays participants au format Normandie, qu'ils comprennent que les actions récentes des dirigeants ukrainiens vont à l'encontre de la mise en œuvre des accords de Minsk, sont une tentative de faire une croix dessus. Je pense tout d'abord à la prétendue loi de réintégration du Donbass, qui autorise et même encourage l'utilisation de la force pour restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ceci est absolument inacceptable. Il faut savoir que la Douma elle-même, donc le Parlement russe, est en train de préparer une déclaration qui sera envoyée à l'ONU, à l'OSCE, au Congrès des États-Unis et à plusieurs parlements européens pour dénoncer cette loi de réintégration du Donbass et le risque de reprise de la guerre et de génocide de la population civile. Mais cette déclaration ne sera prête qu'au mois de mars. Puisque bientôt la Douma va devoir se mettre en suspens le temps des élections présidentielles russes. Donc c'est les prochaines sessions où cela pourra être mis au point et voté. Ce ne sera pas avant l'élection présidentielle. Donc ça risque peut-être d'arriver un peu tard, hein, je le crains. Ça indique quand même, en tout cas, une montée claire de l'agacement du côté russe. Oui, non, de toute façon, côté russe, là, il y a eu de nouveau une déclaration du ministère des Affaires étrangères russe hier, je crois, où ils indiquent de nouveau très clairement que pour eux, cela signe le retour de la guerre dans le Donbass. Donc pour eux, les avertissements sont très très clairs. Moi, je vois vraiment là un remake de ce qui s'est passé avec la Géorgie en 2008, hein, où il y avait eu aussi de nombreux avertissements qui avaient été adressés à Tbilissi de ne surtout pas se lancer dans ce genre d'aventure. Tbilissi n'avait pas écouté. Je rappelle qu'à l'époque, c'était Saakashvili, hein, ce cher Mikhail Saakashvili, qui était président de la Géorgie et qui avait donc lancé son pays dans cette fameuse guerre. Pour ceux qui croient que c'est pas possible que la guerre se relance ici comme en 2014, je les encourage à aller regarder un film qui s'appelle donc 8 août en russe, Vasmova Avgusta, qui s'appelle Warzone en français, et donc il existe en français, hein, vous pouvez le trouver, qui est un film sur la guerre d'Ossétie du Sud. Donc, qui est tourné autour de l'histoire d'une mère qui part chercher son fils qu'elle avait envoyé chez son père qui est en Ossétie du Sud au moment où le conflit éclate. Et à la toute fin du film, un des personnages principaux dit très clairement, parce qu'elle s'en veut d'avoir envoyé son fils en vacances alors qu'il y avait tous les signes
qui semblait annoncer une future guerre. Et elle dit « J'ai vraiment été une idiote ». Et il lui répond « Vous ne pouviez pas imaginer, personne ne voulait l'imaginer, parce que c'était tellement terrible à envisager comme scénario que personne ne voulait le voir. Personne ne voulait penser que ça pouvait être vrai. » C'est pareil ici, hein, c'est exactement pareil. Hein, en plus, ça avait été une frappe foudroyante, hein, c'est-à-dire que oui, ils avaient attaqué ils avaient attaqué de nuit Tsingvali, donc qui est la capitale d'Ossétie du Sud, tirant sur les zones civiles, sur la base des casques bleus, parce qu'il y avait des casques bleus qui étaient sous mandat de l'ONU. Il y a eu de nombreuses victimes parmi les casques bleus. Donc, crime de guerre sur crime de guerre de la part de l'armée géorgienne, ce qui a d'ailleurs totalement légitimé l'intervention de la Russie. Oui. Donc, les histoires de la Russie qui aurait envahi la Géorgie, non, la Russie a simplement accompli son devoir puisqu'elle était garante du maintien de la paix en Ossétie du Sud. Voilà, donc petite parenthèse que je referme, mais j'encourage nos lecteurs à aller voir ce film. Il est très bien fait et ça montre bien ce que ça pourrait donner une reprise du conflit ici, à pleine échelle. Ça vous donnera un bon... Il est vraiment bien fait en termes de scènes de bombardement, etc. quoi. Ouais, en plus, là, c'est la survie de la population du Donbass qui est menacée d'un génocide. Hein. Il faut bien comprendre que là, de toute façon, les forces de la DNR et de la LNR ne sont pas disposées même à laisser tomber l'armement parce que c'est jusqu'au bout. Hein. Là, ça sera comme pendant la Grande Guerre patriotique, c'est pas un pas en arrière. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de faire une petite recherche sur Wikipédia. Donc, pas un pas en arrière qui était l'ordre qui avait été donné à l'époque par Staline à l'armée rouge. Désormais plus un pas en arrière. Désormais plus un pas en arrière. Donc après toute une période où ils avaient reculé, où ils ont arrêté de battre en retraite et où ils ont commencé à contre-attaquer. Malgré le fait qu'en fait l'OTAN derrière essaye par tous les moyens de provoquer la Russie pour que ce soit la Russie la fautive, hein, qu'elle passe pour être fautive. Bien sûr. Mais comme avec le cas de la Géorgie, mais enfin bon, de toute façon, là, avec cette loi de réintégration du Donbass, Kiev vient de se savonner la planche. Oui, parce que là, elle apporte la preuve indiscutable. Elle apporte la preuve indiscutable qu'ils ne veulent pas la paix. Donc j'ai deux pendant ce temps-là à Kiev. J'ai deux pendant ce temps-là à Kiev, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère quand même pour une fois. Alors le premier, c'est la porte d'un bureau de la Sberbank en Ukraine qui a ridiculisé sur Internet un ultranationaliste ukrainien. Donc il faut savoir que dimanche dernier, donc on avait parlé la semaine dernière de cette première attaque qui avait eu lieu contre l'agence culturelle russe à Kiev. Oui. Le lendemain, des membres du groupe néo-nazi Organisation des nationalistes ukrainiens, donc l'OUN, ont attaqué de nouveau le siège de l'agence culturelle russe et une filiale de la Sberbank à Kiev. Donc des attaques qui font suite à celle de samedi où ils avaient fait irruption dans le bâtiment de cette agence culturelle russe pour briser les vitrines de l'exposition consacrée au chanteur d'opéra russe Fedor Chaliapin et pour s'attaquer au drapeau russe. C'est bien, je veux dire, courageux les mecs. Toutes ces attaques ont été faites, je rappelle, en présence de la police ukrainienne qui n'est pas intervenue pour stopper les nationalistes. Mais même quand la police ukrainienne préfère ne pas intervenir quand les radicaux vandalisent des propriétés russes à Kiev, il y a une petite forme de justice immanente. Tu te dis que il y a un petit moment quand même, ça s'appelle le karma ou la justice divine selon vos croyances. Ainsi, donc c'est une porte de succursale de la banque russe Sberbank qui s'est transformée en piège. Donc on avait un ultranationaliste, on mettra là aussi des photos, qui a essayé de briser en fait la vitre blindée de l'entrée de la succursale à coups de pied et il s'est retrouvé avec le pied coincé dans la vitre blindée. Donc il est resté coincé un bon moment, il a essayé de se dégager de manière assez pitoyable. Il a été pris en photo avec son pied donc coincé dans la vitre blindée. Les photos ont bien sûr circulé sur Internet à vitesse VV', réseaux sociaux aidants. Résultat, ce nationaliste ukrainien a été ridiculisé sur toute la toile. L'histoire ne précise pas le taux d'alcoolémie
du gars en question, hein. Et sans Ouais, compter en plus que... ou le niveau de QI façon cerveau de poulet aussi, ça c'est oui. pas à exclure. Et on a de la Voilà. chance qu'ils aient pas accusé la porte russe d'avoir une tentative de kidnapping en plus, hein, parce qu'ils voulaient pas non, lâcher. je pense qu'ils en sont capables. Hein. Je pense qu'ils sont capables de porter plainte contre la Sberbank pour Contre la porte. agression, Oui. agression par une porte russe, enfin des conneries comme ça. Non, mais ils en sont capables. Hein, franchement, on va pas leur donner des idées. Ils en ont déjà assez. Ah oui, des pardon. idées Oui, débiles, j'ai rien dit. voilà. On oublie, hein, Voilà. on oublie. Voilà. On oublie. Voilà. J'ai rien dit. Et puis le deuxième pendant ce temps-là à Kiev, c'était en fait pendant ce temps-là à Munich. Ah, notre clown en chef. On retourne notre clown en chef Porky, hein, dont le discours à la conférence de Munich fut l'un des plus ratés de sa carrière. Même à Kiev, cette allocution a été jugée comme la prestation d'un mauvais chauffeur de salle pour les vraies célébrités. Oui. Voilà. Bon, Moscou, habitué depuis longtemps à toutes ces répétitions de Poroshenko, parce qu'il tourne en boucle, il ramène toujours la même chose, a réagi avec ses clichés usés jusqu'à la corde avec beaucoup d'ironie. Voilà, donc déjà il a parlé devant une salle à moitié vide, donc jusqu'à susciter l'ironie de Moscou. Il a bien sûr beaucoup parlé de la Russie, l'accusant de toutes les machinations possibles et inimaginables contre l'Ukraine. Résultat, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a écrit sur son mur Facebook: à Munich, devant une salle vide, Poroshenko a montré le drapeau de l'Union européenne. D'ailleurs, il ne va nulle part les mains vides, tantôt avec des passeports, tantôt avec des débris de bus, comme un commis voyageur, accompagnant son commentaire par des images donc, de Poroshenko sur différentes conférences où effectivement il se trimballe toujours avec des trucs en main. Alors là où il a été très comique pendant son intervention, c'est que Porky a qualifié le Donbass d'avant-garde de l'Europe. Non, mais non, on n'en veut pas de votre Europe. Garde-la, fais-la passer par Kiev si tu veux. Voilà, donc il avait amené le drapeau de l'Union européenne pour symboliser donc ce drapeau qui aurait été dressé par les soldats ukrainiens à Avdiivka, donc sur la ligne de front. Je l'ai vu aussi à Zaïtsevo, ce drapeau de l'Union européenne qui flotte avec le drapeau de l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Et il a sorti Poroshenko, tenez-vous, mes soldats l'ont accroché comme un symbole du fait que la frontière de l'Europe passe à l'est de mon pays. Ouais. Alors Poroshenko va réviser un petit peu la géographie. Non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Ah mais qu'est-ce que tu veux? Il rêve, hein. Il prend ses désirs pour des réalités, hein. Il a abusé de ses chocolats magiques, ça doit être ça. Alors pour information, contrairement aux dirigeants d'autres États européens qui participaient également à la conférence, Porky n'a pas été autorisé à tenir un long discours. Il n'a eu droit qu'à 15 minutes dans le cadre de la session sur les relations de l'OTAN et de l'UE concernant la nouvelle initiative de défense de Bruxelles. À titre de comparaison, Sergei Lavrov a eu 40 minutes. Et lui, il a prononcé son discours devant une salle pleine de dirigeants européens. D'ailleurs, le sénateur russe Alexei Pouchkov est convaincu que le discours de Poroshenko n'a pas suscité d'intérêt, faute de nouveautés. Pendant son intervention, la salle s'est vidée. Il a dit Piotr Poroshenko a eu droit à 15 minutes à Munich en fin de soirée. Son discours devant une salle à moitié vide n'a pas suscité d'intérêt. Tout le monde savait déjà ce qu'il dirait. Bon, voilà, à force de se répéter, au bout d'un moment, tout le monde s'en fout. Il a rappelé donc que contrairement à Poroshenko, Lavrov lui avait tenu un discours devant une salle comble. Il dit qu'il y a une différence flagrante entre le président de l'Ukraine et le ministre russe des Affaires étrangères, une question de poids, effectivement. Voilà. Donc, comme je disais, même en Ukraine, le discours de Poroshenko n'a pas franchement suscité l'enthousiasme. Il a été considéré comme l'une des pires prestations de toute sa présidence. Quand même. Le directeur de l'Institut de transformation de la société de Kiev, Oleg Soskin, donc est un analyste ukrainien, l'a qualifié d'ennuyeux et d'insensé. Il a dit, je cite, ce n'était pas le discours d'un chef d'État, mais le spectacle provincial d'un acteur de vaudeville. Fin de citation. Ça c'est... Oui, c'est un... Là, c'est la douche écossaise. Taillage de costume en règle, Voilà, il est rhabillé pour l'hiver, Poroshenko. Oui. Donc voilà, c'est un peu la situation. On est toujours en mode attente. Donc voilà, donc du fait qu'on était toujours en mode attente, j'en ai un petit peu profité cette semaine pour prendre un petit peu de repos en vue de ce qui très certainement nous attend bientôt. Ouais.
Mais donc voilà, Ouais. donc la situation est toujours dans une phase de préparation, dans une phase d'attente, c'est assez mauvais. On voit toujours donc des préparatifs pour l'offensive. La question c'est qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire, parce que vu l'état de leur armée c'est assez catastrophique, dans le même temps ils n'ont pas trop d'autres choix. Ouais. Donc on ne peut que attendre et faire du wait and see, quoi, c'est-à-dire surveiller. Mais c'est clair que ce tir sur une ambulance, c'est déjà très mauvais, parce que c'est vraiment une provocation immonde. Il y a un indice aussi du côté français qui explique en partie le silence de la France face aux crimes commis par les bataillons néo-nazis dans le Donbass et puis même par l'armée ukrainienne au complet. Et c'est cette collaboration entre le ministre de l'Intérieur français actuel et puis Avakov, hein, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc cet accord qui avait été conclu entre la gendarmerie française et les forces de police ukrainiennes, hein, où la gendarmerie française va aller former les policiers ukrainiens. Ouais, les gars... on rappelle qui est Avakov, quelles sont ses accointances. Alors, Arsène Avakov, donc ministre de l'Intérieur ukrainien, ministre sous les ordres duquel se trouve le régiment Azov, régiment néo-nazi. Néo-nazi, voilà. Voilà, et qui a nommé à la tête de la police de Kiev l'un des anciens commandants d'Azov. Voilà. Donc, néo-nazi, invétéré, complet, total. Donc après... la France aura beau jeu de pousser des gueulantes contre les gros fascistes, hein, c'est pas la peine. Tout ça. Non, mais c'est ça qui me fait rire, c'est le double standard. C'est ça. Mais donc voilà, donc on voit donc le vote de cette loi de réintégration au moment de l'anniversaire du Maïdan de 2014. C'est très mauvais. Les préparatifs qui se poursuivent, ces tirs de provocation, je pense qu'on va avoir droit à toute une série de tirs de provocation parce que leur but c'est de pousser les RPD et les RPL à répondre pour pouvoir nous accuser d'avoir lancé nous l'offensive. D'ailleurs, la propagande de Kiev est très active en ce moment pour dire que essayer de préparer psychologiquement la population ukrainienne au fait que la Russie pourrait attaquer bientôt. Tu vois un peu le trip. Ouais. Je suis pas certain que la population y croit beaucoup. Hein. Non, je pense pas non plus. Mais bon, ils le diffusent aussi sur leurs médias anglophones comme Union, etc., à destination de l'étranger aussi, pour essayer aussi de faire passer la pilule auprès de l'Europe. Mais bon, voilà, donc je dis aux gens qui sont actuellement en Europe, comprenez bien que si la Russie est obligée d'intervenir ouvertement et officiellement, ça va faire très mal. Ça va faire très mal et surtout ça va servir de prétexte à l'OTAN et vous allez vous retrouver entraîné dans une guerre avec la Russie. Donc avant de penser que ce qui se passe dans le Donbass ne vous concerne pas, je vous conseille de réviser l'histoire des Première et Deuxième Guerres mondiales. Ouais. Comment par le jeu des alliances l'Europe a été mise à feu et à sang 2 fois en un siècle. Ouais. Comment l'Europe, les pays d'Europe se sont entre-massacrés, se sont entretués, ont commis des bains de sang ignobles. Je vous conseille de regarder le total du nombre de morts. Je vous conseille surtout de réviser ce qu'était le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Combien d'hommes la Wehrmacht a perdu. Je vous conseille de réviser aussi ce qui est arrivé à Napoléon et autres prédécesseurs polonais qui ont voulu envahir la Russie. Il faut insister sur le fait qu'à chaque fois, que ce soit la première, que ce soit la seconde, et celle qui nous pend au nez, il y a les affairistes, le système financier anglo-américain, et des industriels aussi, c'est-à-dire les industriels, ils fonctionnent main dans la main. Donc voilà, donc si vous voulez pas vous retrouver avec une guerre sur le territoire européen, il est temps de tous vous réveiller, de vous bouger, pour faire bouger en fait la société et donc les élus par la même occasion. C'est un carnage qui nous attend. Si vous ne bougez pas en vous disant que c'est pas votre problème, que vous ne pouvez rien y faire, c'est fini. On va aller vers un carnage. On va aller vers un carnage sur le sol européen, encore une fois. Et c'est vous, vos enfants, qui vont payer le prix fort. Je vous le dis. Voilà. Et vous n'êtes pas prêts pour ça. Ils sont pas prêts parce que,
les Européens en général sont pas prêts parce que pour eux les bombardements de civils, etc. c'est en Syrie. C'est pour résumer ce que j'ai vu une fois dans une vidéo de manière très ironique. Hein, c'est dans des pays lointains dont on n'en a rien à foutre. C'est ça. C'est plus ou moins ça. Le jour où ça fait très mal. Enfin, voilà. il y a les attentats qui ont quand même peut-être ouvert l'esprit à certains. Malheureusement, il a fallu en arriver là, malheureusement. Voilà, et voilà. mais les attentats, ça sera rien. Je vous dis, allez regarder ce film Warzone, donc Warzone, qui s'appelle donc en russe 8 août, Vasmova Avgusta, qui est donc le jour où la guerre a commencé en Ossétie du Sud, hein, c'était un 8 août, le 8 août 2008. Oui. Donc allez regarder ce film Warzone, vous pouvez le trouver. Il a été distribué en français, hein, donc il est traduit en français. Doublé en français, donc vous n'êtes pas contraint de le regarder en russe. Regardez ce que ça donne le bombardement de Tsing Valley en pleine nuit. Maintenant imaginez que c'est votre ville qui se retrouve bombardée comme ça. Je vous conseille de méditer là-dessus. Sans compter que ça peut devenir nucléaire. C'est ce qui attend le Donbass en cas de reprise du conflit comme en 2014. Ouais. Et si la Russie est obligée d'intervenir et que l'OTAN décide d'engager une guerre contre la Russie par l'Union européenne interposée, c'est ce qui vous attend aussi avec. Et surtout, voilà. Il est peu probable qu'on en reste à des bombardements conventionnels. Hein. Voilà, sachant que ça pourrait déraper sur du non conventionnel en plus. Voilà. C'est-à-dire sur du nucléaire. Voilà. Donc tous ceux qui pensent qu'on est des paranoïaques ou des oiseaux de mauvais augure, regardez ce film jusqu'au bout et donc jusqu'à cette déclaration de fin d'un de ces personnages clés qui dit clairement, oui, personne ne voulait voir que la guerre, elle était en train de venir parce que c'est quelque chose de terrifiant. Bien sûr que c'est quelque chose de terrifiant et ce dont on a peur, on préfère le cacher sous le tapis plutôt que d'y faire face. Ouais. Mais c'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on va résoudre le problème. C'est en faisant face au problème. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, se mettre la tête dans le sable n'a jamais évité un coup de pied au cul, hein, comme on dit. Hein. Exactement. Donc voilà, petit rappel. Donc voilà, donc je dis seulement, j'espère à la semaine prochaine. En attendant que les gens continuent de nous suivre. Je rappelle principalement maintenant sur VK, sur Contact et sur Telegram, qui sont des plateformes sur lesquelles nous ne subissons pas de censure. Et donc je te dis, j'espère seulement à la semaine prochaine pour le 80e Citrep. Ouais, en rappelant que c'est à partir d'aujourd'hui que tout peut malheureusement arriver. Donc soyez encore plus vigilants que d'habitude. Donc là, ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, c'est que dans la mesure du possible, tous les jours, puisque je reçois les informations directement depuis le Centre conjoint de contrôle et coordination du cessez-le-feu de la RPD, je vais essayer chaque jour de vous le traduire en français. Je le mettrai sur Telegram, VK et Facebook pour que vous puissiez suivre en temps réel nombre de bombardements, nombre de munitions tirées et quelles localités sont touchées, ainsi que s'il y a des destructions ou des victimes. Voilà, donc je vais essayer autant que faire se peut en fonction de mon planning, de mes déplacements. Mais je vais essayer vraiment de vous donner des comptes rendus de plus en plus fréquents, sachant que Telegram est clairement la plateforme qui s'y prête le plus. Voilà. En tout cas, merci Christelle, parce que là, là maintenant on arrive dans une zone très très dangereuse, très inquiétante, très dangereuse. Donc c'est courage et surtout prudence. Parce que là, c'est pas juste une avalanche, hein, on n'est pas, tu vois, hein, on n'est pas dans une station pour faire du ski, hein, on est vraiment en zone de guerre, là, c'est des obus, c'est des bombes, des missiles, et ça peut faire des dégâts considérables en très très peu de temps. Voilà. En très peu de temps. Merci. Alors, je dis, j'encourage les gens, je pense qu'on leur mettra le lien vers la bande-annonce de ce film. Qu'ils puissent trouver toutes les références ad hoc. Et franchement, allez regarder, je pense que ça vous donnera une assez bonne idée de ce que ça peut donner. En vrai, je pense qu'ils ont fait ça assez bien. Voilà, donc je te dis une bonne soirée Tom, et à la semaine prochaine. Bonne soirée, merci encore une fois Christelle, à la semaine prochaine. Au revoir.